merci Jean Gaillaud, qui est MJ2L Consulte, d'être avec nous pour cette co-organisation de cette conférence Risque incendie dans les grands ensembles d'habitation, réglementation et solutions. Oui, c'est un programme ambitieux sur lequel on va être 1 heure ensemble. J'avais un petit chiffre, je vous laisse regarder pour commencer le temps juste de vous présenter, puisque nous sommes autour de la table. Vous allez me dire ce que ça représente à 83%, dans le public également. Alors, juste pour vous présenter, Jean Gaillaud, vous êtes dirigeant du bureau d'études en sécurité incendie MJ2L Consult. Vous aborderez les... Bonjour Jean. Bonjour, Vous aborderez les dernières évolutions réglementaires c'est ça. et également les solutions en termes de sécurité incendie. Merci d'être avec nous, d'avoir co-organisé cette conférence. Et puis un grand plaisir aussi de David Attez. Bonjour David. Un plaisir, il faut bien prendre le micro. Bonjour à tous. Voilà, un plaisir de se retrouver, puisque ça fait quelques fois Ça qu'on se fait voit. déjà quelques fois. Oui. Qu'on se Je voit vous en remercie aussi. on se voit en conférence. Vous êtes directeur général du cabinet Balzano, syndic de copropriété, hein, Tout à fait, syndic de copropriété, administrateur de biens sur Paris. voilà, si je me trompe pas. Et puis vous présenterez effectivement le retour d'expérience, hein, autour de la partie sécurité incendie. Merci à tous les deux pour cette conférence. Alors, est-ce que vous avez trouvé, le temps que je parle, est-ce que vous avez trouvé ce que ça représente 83%? Mais pas du tout, désolé. Euh, Alors voilà, parce que j'ai parlé d'électricité tout à l'heure, c'est pour ça que je vous ai mis un chiffre. C'est 83% des installations électriques de plus de 15 ans comportent une anomalie, donc avec donc des risques. Tout à l'heure, on en parlait d'ailleurs avec certaines personnes dans le public, avec des risques de départ de feu autour de ces problèmes de sécurité électrique. Alors, on est ensemble pendant maintenant un peu moins d'1 heure. Jean, on avait dit qu'on commencerait par quelles sont les obligations dans les grands ensembles, et je vous passe la zapette. Oui, alors effectivement, on a un certain nombre d'obligations sur ces grands ensembles. Alors déjà, peut-être définir, pour nous en tout cas, c'est quoi les grands ensembles. Donc ça va être des parcs de stationnement d'environ 500 à 1000 places. Ça va être évidemment des bâtiments d'habitation, en tout cas de nombreux bâtiments d'habitation, des immeubles de grande hauteur. Et donc, à partir de là, dans ces grands ensembles-là, il y a une complexité en termes de gestion, en termes évidemment aussi de sécurité incendie. Et c'est pour ça qu'on trouvait que c'était intéressant d'en parler. Alors, ces obligations, elles sont évidemment liées au référentiel qui s'applique. Alors, on va retrouver les différents référentiel, pardon. Donc, on va avoir l'arrêté du 30 décembre 2011, par exemple, pour les immeubles de grande hauteur. On va retrouver évidemment l'arrêté du 31 janvier 86 pour ces bâtiments d'habitation. Et donc, tout un tas d'arrêtés et donc qui nécessitent, dans certains cas, certaines obligations. Alors, un point important quand même à rappeler, c'est que les dispositions constructives restent applicables tant que nous n'avons pas fait de travaux. Ça, c'est important de le dire parce que souvent, on peut entendre certaines entreprises nous dire que il faut mettre en conformité, qu'il y a un certain nombre d'obligations, mais il faut quand même rappeler que la base, c'est de rester sur les dispositions applicables au permis de construire. Et effectivement, en fonction ensuite des orientations, on va en reparler des orientations qui sont prises, eh bien, de procéder à certaines mises en conformité. Et donc là, pour le coup, on applique et on se conforme aux textes actuels. Mais c'est important, et notamment dans ces grands ensembles-là, par la complexité aussi des équipements, mais aussi des différents volumes, des différents référentiels qui s'appliquent. Je parlais tout à l'heure de parcs de stationnement. Il peut y avoir un arrêté spécifique pour ce parc-là en fonction de l'exploitation. Il peut y avoir un immeuble de grande hauteur. Donc, c'est important de partir du bon référentiel pour envisager éventuellement des mises en conformité, des mises en sécurité. L'objectif quand même de toutes ces normes et de tous ces règlements, et on l'oublie souvent,
c'est d'éviter évidemment qu'on ait un feu important. Alors je le dis souvent, hein, et j'aime bien cette image parce qu'elle parle d'elle-même, c'est que on est là sur une situation qui est évidemment une situation dramatique, et à partir de là, évidemment, ce sont les services de secours qui peuvent intervenir et qui doivent intervenir. Et donc ces règlements, ces référentiels ont quand même pour objectif d'éviter ce genre de situation. Alors il y a tout un tas d'obligations, évidemment on ne pourra pas les détailler, mais en tout cas la chose qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment ces référentiels-là, en fonction de votre établissement, qui définit un certain nombre d'obligations, et que ces obligations-là sont, comme je le disais, ont pour objectif d'éviter de telles situations et des feux importants. Alors, on parle souvent d'un sinistre, d'un feu, mais c'est quoi finalement le feu? Alors, beaucoup de personnes connaissent ce triangle du feu, mais il est intéressant, notamment dans le cadre de la gestion, dans le cadre aussi des audits qu'on peut effectuer, de définir et de rappeler plutôt c'est quoi un feu et sur quoi on peut et quel levier on peut avoir en fonction des différents éléments. On va retrouver évidemment le combustible, hein, sur lequel donc c'est le stockage, c'est ce qu'il y a dans une pièce. Et là, vous comprendrez bien qu'on peut agir, hein, sur ce stockage. Vous allez retrouver l'oxygène. Alors ça, évidemment, on ne peut pas agir sur l'oxygène, mais il y a un autre point sur lequel on peut agir. Ça va rester la chaleur. C'est ce qui va déclencher finalement, avec ces trois paramètres-là, c'est ce qui va déclencher le sinistre. Et donc, comme levier, hein, sur cette chaleur-là, évidemment, on va pouvoir mettre en place un certain nombre de systèmes. Ça va être les détecteurs de fumée, par exemple, pour détecter, pour éviter un départ de feu. On va évidemment, on y reviendra tout à l'heure, mettre en place un certain nombre de contrôles, de maintenance pour éviter qu'on ait des échauffements, notamment sur les installations électriques. Voilà, on a ces deux points-là, ces deux paramètres-là, sur lesquels chacun peut agir et peut actionner un levier, je dirais, pour éviter ce genre de situation. Rappelons que souvent l'origine, hein, on en parlait tout à l'heure, l'origine quand même des sinistres, hein, ça va être avant tout un feu électrique. Dans la majorité des cas, on a à peu près en France, je crois, toutes les 2 minutes, un départ de feu. Et la majorité des cas reste quand même la partie électrique. La partie électrique, ça va être les échauffements de câbles, les échauffements évidemment des armoires électriques. Vous allez ensuite rencontrer d'autres usages, les usagers qui vont jeter les mégots. Vous allez avoir des dégradations volontaires également qui vont pouvoir engendrer ce sinistre. Et puis vous avez aussi les défaillances techniques. Une défaillance technique, et notamment sur des tableaux électriques, sur des pièces mécaniques, peuvent engendrer ce genre de situation et peuvent provoquer un sinistre. À partir de là, on fait ce constat-là, on connaît les risques. Quelles sont les solutions? Alors, les solutions, elles sont relativement faciles dans certains cas, puisque on parle souvent de la protection passive. La protection passive, c'est la colonne vertébrale de votre bâtiment. C'est ce qui constitue votre bâtiment. Et vous comprendrez qu'on ne va pas traiter un immeuble de grande hauteur de 28 étages comme un immeuble de 2e étage, de 2 étages. Évidemment, la conception, la configuration de cet établissement n'est pas la même. Et donc, de fait, de construction, ces bâtiments sont déjà protégés et il y a déjà des solutions qui existent, puisque on a mis en place certains isolements coupe-feu, on a mis en place un certain nombre de protections qui permettent donc normalement de limiter en tout cas ce sinistre. Et la particularité, notamment dans les grands ensembles, et la difficulté d'ailleurs qu'il peut y avoir, c'est qu'on a une multitude de bâtiments, on a des imbrications entre ces bâtiments-là avec des référentiels, comme je l'ai indiqué, qui sont dans certains cas différents. Et il y a à réfléchir et en tout cas à surveiller ces différentes imbrications pour
éviter évidemment que des sinistres se produisent. Donc dans les solutions, je parlais de la protection passive, vous allez ensuite rencontrer les installations de sécurité, ce qu'on appelle nous souvent la protection active, c'est tous les éléments de sécurité qui existent. Ça va être le détecteur de fumée, ça va être les installations de sécurité d'extinction, on en reparlera, etc. Donc tout ça permet d'éviter que les sinistres se propagent, permet d'avoir une vision générale et de mettre en sécurité votre bâtiment. Ensuite, dans les actions et dans les solutions qui existent, notamment dans ces grands ensembles-là, ça va être de remplacer régulièrement le matériel. Alors, évidemment, ça a l'air tout simple, mais en réalité, quand vous avez une multitude d'équipements techniques, différents équipements techniques, on va en reparler tout à l'heure, il y a une réelle nécessité dans ces établissements-là de le suivre au fil de l'eau et d'envisager, en fonction de la nécessité, le remplacement de ces matériels régulièrement. Découle de ça la mise en conformité. Est-ce que le matériel que vous avez en place nécessite d'être totalement remplacé? Et donc là, on rentre dans un cadre de mise en conformité ou de mise en sécurité. Donc, ça fait partie aussi des investissements, des solutions qu'il y a lieu de mettre en œuvre pour gérer ce type d'établissement. Être à l'écoute, évidemment, des règles et des évolutions réglementaires. Donc, ça découle un peu de la mise en conformité. Et évidemment, être attentif aux entreprises de maintenance. On va reparler de la maintenance, mais ça veut dire quoi être attentif aux entreprises de maintenance? C'est tout simplement que ces entreprises ont la responsabilité des équipements et elles sont aussi de bons conseils. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est en train de vous dire je n'ai plus la capacité d'approvisionner tel type de matériel ou tel autre, évidemment, dans le cadre de la gestion, on va en reparler avec David Ettez, mais dans le cadre de la gestion et dans le cadre de la maintenance, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération et donc mettre en place ensuite, lancer une réflexion sur l'évolution peut-être de certains équipements. Tout ça pour dire que ces grands ensembles-là, de par ces solutions, mais qui sont aussi de par la configuration des sites complexes en gestion, eh bien, il y a une gestion particulière à mettre en place. Il y a un suivi à mettre en place. Il y a une surveillance au quotidien à faire. Alors, quand vous êtes sur des immeubles de grande hauteur ou sur des parcs de stationnement importants, où vous avez des services de sécurité, ce n'est pas très gênant. Ça peut être un peu plus complexe quand vous n'avez pas forcément des agents de sécurité incendie, quand il faut solliciter les gardiens qui sont occupés normalement à faire d'autres choses. Donc vous voyez, donc il y a vraiment une réflexion à mettre en place, à lancer, avec la participation évidemment des différents acteurs, que ce soit bailleurs, conseils syndicaux, parce qu'il y a une réelle difficulté à gérer ce type d'établissement. Évidemment, et pour finir, vous avez la mise en place de la maintenance, et je pense qu'on va reparler dans quelques minutes aussi de certaines problématiques, mais cette mise en place de la maintenance est indispensable au-delà de l'exigence réglementaire. Aujourd'hui, dans n'importe quel bâtiment, que ce soit grands ensembles ou pas d'ailleurs, vous avez une obligation d'avoir un contrat d'entretien, de vérifier évidemment, de faire vérifier ces installations, mais surtout, dans ces bâtiments un peu complexes, avec des équipements un peu particuliers, c'est vraiment de définir le contrat, le périmètre du contrat. Est-ce qu'on a une astreinte, pas d'astreinte? Est-ce que les prestations qui sont proposées par l'entreprise répondent vraiment aux besoins? Également de juger la qualité de l'entretien. On rencontre bien souvent des difficultés sur le suivi aussi des interventions, parce que sur des sites importants, on ne peut pas se permettre d'attendre 6 mois pour obtenir des devis. Il faut que tout ça se soit fluide. Et normalement, c'est accentué par le fait que, compte tenu du nombre d'installations qui sont assez différentes, si tout ça, ce n'est pas fluide, ça pose de réels problèmes en termes de gestion. Et effectivement, on rencontre ensuite quelques problématiques sur la maintenance. Et je crois qu'on va parler de ça. Voilà, juste pour rester sur cette diapo, et puis j'avais une question également sur les automatismes. Là, on présente un schéma avec les automatismes. Dans les grands ensembles, il y a toujours des automatismes ou pas toujours? Ça dépend des contraintes. Oui,
bien souvent, on a sur ces grands ensembles-là, alors on peut parler des immeubles de grande hauteur où ça reste évidemment par définition un grand ensemble, mais on va avoir des automatismes. Après, vous allez avoir, on peut aussi voir d'autres cas où ça reste un grand ensemble parce que vous avez une multitude de bâtiments, mais chaque bâtiment est indépendant, a une gestion indépendante, des équipements indépendants, donc c'est pas forcément toujours automatique. Mais bien souvent sur les bâtiments complexes, on va quand même avoir certains automatismes, que ce soit imposé par le règlement ou que ce soit demandé. Ça, c'est réglementaire, hein. C'est-à-dire Oui. qu'il y a des réglementations. On peut rappeler là les... Oui, alors vous allez avoir ces réglementations, notamment avec pour les immeubles de grande hauteur, où vous avez vraiment des obligations très claires, très précises. Vous allez retrouver également ces obligations dans les parcs de stationnement, où pareil, ce sont des volumes quand même à risque avec des choses qui sont relativement carrées en termes d'obligations. Mais après, vous avez aussi dans certains bâtiments, ou dans certaines zones ou dans certains volumes, une volonté, par exemple, d'un assureur de mettre en place d'autres systèmes qui ne sont pas forcément obligatoires, mais qui contribuent aussi à améliorer le niveau de sécurité. Donc, il y a C'est-à-dire aussi... que l'assureur, au-delà de la réglementation, peut venir imposer des obligations, hein. Alors, David? il ne Ouais. va pas forcément imposer, mais en tout cas, ça permettra de limiter l'impact que peut avoir la valorisation de la prime d'assurance dès lors qu'on pourra justifier de la mise en œuvre de moyens d'extinction ou des moyens de secours au-delà de la conformité et de leur rénovation. Ils sont toujours preneurs, dans le cadre d'inspection, qu'on puisse justifier qu'on va un peu au-delà, ou au moins déjà d'être en conformité. Si nous parlons des grands ensembles, puisque nous sommes en copropriété pour la plupart des immeubles IGH ou IMH, les assureurs sont sensibles, mais comme d'autres sites, aux IGH et visitent par des visites d'inspection. Spécifiquement, il y a une règle d'or, c'est que chaque année, sur les IGH, vous devez leur fournir ou en tout cas tous les 3 ans pour ceux qui sont en avis favorable, leur fournir donc le procès-verbal de la commission de sécurité qui avalise ou non, mais si l'avis est favorable, elle l'avalise, comme quoi vous êtes en conformité avec les dispositions en vigueur et la réglementation sécurité incendie idoine. Maintenant, il est évident que si vous avez un avis défavorable, encore une fois sur un IGH, un assureur est assez réticent, donc va, je dirais, se prévaloir d'une valorisation différente de la prime d'assurance, puisque la probabilité, on va parler de probabilité et non du risque, est beaucoup plus importante avec un avis défavorable pour différentes raisons. Et donc, il va majorer soit la prime, franchiser de manière importante un sinistre incendie ou autre. Ouais. J'avais une question, tiens, j'en prends une là au passage. Une conférence de Michael qui dit comment les VMC peuvent-elles être à l'origine des feux? Alors, sur les feux, sur les origines, je coupe un peu la parole. En fait, tout à l'heure a été évoqué la gestion passive et la gestion active. Euh, Tout est soumis et peut-être à l'origine d'un feu. Le feu n'est pas que par l'échauffement, ça peut être aussi par un défaut d'entretien d'autres équipements. Je m'explique, une rupture de canalisation, de l'eau sur une installation électrique, ça ne fait pas bon ménage. La poussière, ce qui a été évoqué par votre auditeur, la poussière dans les réseaux aéroliques, la poussière dans les fosses ascenseurs sont et génératrices d'un pouvoir calorifique par l'échauffement, pareil, et nous en avons eu malheureusement à constater à plusieurs reprises, surtout dans les immeubles anciens, où vous avez dans les fosses ascenseurs beaucoup de poussière, et avec l'échauffement dynamique, je dirais, de l'appareil, bah, vous avez un embrasement Un départ de feu, quasi oui. spontané, donc des départs de feu. Et au même titre que sur de la VMC, vous pouvez, puisque vous avez une accumulation, un agrégat de poussière quand même assez conséquent, bon, il n'y a pas de combustion, je dirais, spontanée, mais il faut entretenir. Et quand je dis entretenir, et là maintenant ce que l'on évoquait, ce n'est pas uniquement les installations électriques, ce n'est pas uniquement les moyens de secours, c'est vraiment tous les autres équipements ou les autres paramètres d'une copropriété. Je l'ai évoqué tout à l'heure,
La VMC est un exemple parfait. Le chauffage, les réseaux d'évacuation, d'assainissement, les réseaux d'adduction d'eau chaude, d'eau froide. En tout cas, tout ce qui est propice à générer un désordre et qui, in fine, pourrait engendrer un désordre plus consécutif sur une installation électrique où là, le risque d'incendie est fort. Alors justement, David, là, comme vous avez le micro, continuons sur la maintenance. Quelle est il y a une diapo, là, je crois, un peu après. Voilà, quels sont les enjeux pour vous sur la maintenance dans les grands ensembles? Alors, sur les grands ensembles, je dirais que aujourd'hui, nous avons plusieurs problématiques. Là, on parle maintenance des systèmes de sécurité incendie, hein, Oui, c'est ça? oui. Hein? Oui, mais Alors, Pas que, hein. ça va. mais pas que, oui. Oui, ça peut s'appliquer sur l'IMH ou sur du classique, hein, parce que là, on parle vraiment sur des cas très spécifiques de catégories de copropriété. Mais je dirais qu'avant d'être un grand ensemble, un IGH est avant tout une copropriété. Donc ça a aussi son importance. Sur la maintenance, et n'aura échappé à personne qu'aujourd'hui, les immeubles sont vieillissants. Donc forcément, les équipements qui le constituent sont aussi vieillissants. Donc ça nécessite des maintenances à la fois préventives, mais surtout prédictives et curatives. Et à ce titre, bien avoir en main à la fois la réglementation, certes, mais c'est surtout d'avoir une maintenance assidue, soutenue, et qui n'est pas toujours aisée, encore une fois, par le vieillissement de certains équipements. Je prendrai comme exemple assez probant les colonnes vide-ordures en IGH. Alors ça paraît futile comme ça, bien évidemment depuis 90 à la construction, les colonnes vide-ordures sont interdites. Pour autant, dans les IGH des années 70-80, vous en avez encore, pas pour tous, mais beaucoup. Et donc vous avez des détecteurs autonomes incendie qui sont dans les gaines de colonnes vide-ordures qui sont difficilement entretenables, voire accessibles. Voilà. Et c'est ça, cette maintenance-là, elle a aussi cette vocation, et M. Gaillot l'évoquait, c'est d'avoir ce soutien des entreprises intervenantes sous contrat de maintenance, d'avoir cette faculté à pouvoir déroger ou pas au dispositif ou avoir des bureaux d'études qui se fondent, d'avoir des réflexions sur entre la réglementation et est-ce qu'elle est applicable ou pas, et aller chercher une dérogation. Et le cas des têtes qui sont présentes dans les colonnes vides d'ordures est un vrai sujet, puisque c'est un risque majeur dès lors que vous avez, encore une fois, un pouvoir calorifique assez conséquent. Je dis pouvoir calorifique, hein, pour faire court, pour faire simple. Ordures ménagères, hein, tout ce qui est encombrant, matelas, et j'en passe et des meilleurs, mais votre poubelle du quotidien est d'origine, en tout cas, une origine forte à pouvoir être déclencheur ou en tout cas incidemment pouvoir générer un incendie. Donc tout ça a son importance. Donc les mainteneurs aujourd'hui, c'est la première difficulté de par le vieillissement des équipements, des immeubles. Ce à quoi vous rajoutez aussi quand même le vieillissement, certains composants des immeubles, on n'a pas parlé forcément de l'amiante, mais et ça rejoint les compétences, les habilitations des entreprises, donc forcément ça se raréfie d'avoir tout le panel, je dirais, pour pouvoir maintenir ce type d'équipement. Ah, vous voulez dire trouver une entreprise qui sait prendre en charge le risque amiante, qui arrive à maintenir, ça devient complexe aujourd'hui. Ça devient, oui, ça devient une C'est profession d'arrêt rare. rare. Oui et non, mais ça nécessite à la fois de conjuguer à la fois le code du travail pour respecter, je dirais, les conditions d'hygiène et d'intervention des mainteneurs, à la fois des habilitations, parce que vous êtes dans des situations qui sont quand même à risque, à la fois pour l'intervenant, mais aussi pour la sûreté et la sécurité des biens et des personnes. Donc, c'est vrai que parfois, la maintenance peut être assez onéreuse ou coûteuse, ce que tout le monde ne comprend pas, mais c'est le prix de la sécurité, en fait. Oui, il y a une multitude de compétences que doit avoir l'entreprise sur différents champs d'intervention et donc qui fait que il y a des personnes hyper qualifiées. Donc ça a un coût effectivement de Alors, il y a formation. ce premier postulat, ou en tout cas ce premier axe.
Après, vous avez aussi, et ce qu'a évoqué M. Gaillao, c'est l'astreinte. C'est aussi d'avoir une organisation de l'entreprise qui permette une intervention assez rapide dans le cadre d'un dysfonctionnement, quel qu'il soit, d'un moyen de secours, puisqu'effectivement, tel que ça a été évoqué, vous avez des relais par les postes centraux de sécurité, les agents de sécurité, en fonction des types d'immeubles, qui fassent que s'il y a une zone qui est en dérangement, comment on la traite, pourquoi on la traite, comment on fait la levée de doute, est-ce que c'est l'équipement, est-ce que c'est l'intervention d'un individu, est-ce que c'est un réel incendie, enfin bref, il y a tout un tas d'étapes qui fassent que toute la chaîne doit aller très très vite pour éviter, je dirais, la catastrophe majeure qui est l'incendie. Et je dirais plus au-delà de l'incendie, tant que c'est matériel, je dirais que c'est pas trop grave, mais quand ça engage la vie des hommes et des femmes qui occupent l'ensemble immobilier, ça devient quand même assez dramatique. J'imagine qu'il y a aussi le fait que la copropriété soit en capacité de payer toutes ces prestations-là, parce que finalement, comme vous décrivez, il faut mettre en place des contrats avec des astreintes, et puis Alors, avoir des budgets, et il faut que la copropriété elle soit pas endettée. l'avantage, encore une fois, sur les IGH, contrairement aux autres immeubles en copropriété, c'est qu'ils n'ont pas le choix. C'est que pour correspondre, et encore une fois, je l'ai évoqué tout à l'heure, vous avez les instances et les institutions publiques, en tout cas pour ce qui nous concerne, la préfecture de police de Paris sur Paris, ou la sous-préfecture sur les Hauts-de-Seine ou autres, en fonction des départements limitrophes en Île-de-France, fait état d'une visite périodique, une fois au moins tous les 3 ans, durant laquelle vous devez justifier, produire un certain nombre de documents qui permettra à cette instance d'avaliser ou non, de dire que oui, ce qui a été fait est conforme, ce qui n'a pas été fait engage en tout cas une certaine responsabilité, soit en y instruisant des actions correctives ou en frappant par un avis défavorable, et là qui contraint davantage à l'exécution des travaux. Ça, c'est l'IGH. Le plus délicat ou le plus difficile, c'est là où vous n'avez pas forcément une règle commune telle que l'IGH ou l'IMH sur la sécurité incendie, donc c'est-à-dire les immeubles classiques, les immeubles anciens, où effectivement, on peut surseoir à certains travaux. Nous parlions tout à l'heure des échauffements des installations électriques. C'est un vrai sujet du moment avec la rénovation des colonnes montantes électriques, où effectivement nous sommes, et d'ailleurs 83% maintenant, j'ai compris le pourcentage, fait état que les installations communes ne sont pas non plus aux normes actuelles ou en capacité d'absorber le besoin actuel. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est pour ça que Enedis principalement, puisque c'est le propriétaire concessionnaire, s'engage dans une démarche de rénovation, de contrôle à la fois des colonnes montantes électriques dans des immeubles, mais aussi des installations in fine privatives par le biais du Linky. Bon, toute la polémique sur les fameux comptages électriques, en tout cas, donc le Linky pour l'électricité et Gaspard pour le gaz, qui génère aussi, je dirais, une forme d'intrusion dans l'appartement en disant est-ce que votre installation électrique ou en tout cas la protection électrique est-elle conforme ou non? Donc ça pose à la fois, je dirais, des débats en copropriété, des réflexions, mais aussi des coûts. Donc ça, c'est pas toujours évident à accepter, à faire avaliser, à décider, et ça peut prendre un peu de temps. Encore une fois, un incendie, beaucoup vous diront, et je l'ai entendu tout à l'heure, il n'en faut pas deux, il en faut un. Ça suffit. Une fois que vous avez vécu un incendie, vous comprenez ce qu'il y a lieu de faire ou pas faire. Ça n'est jamais arrivé. Vous savez, les gens vous posent toujours la même question. Je comprends pas pourquoi on fait ça. Nous, on n'a aucun risque. Mais personne ne sait. C'est malheureusement aujourd'hui la multiplicité des origines liées aux incendies est quand même assez un paradigme quand même beaucoup plus large que ce qu'on a connu il y a quelques années. Nous parlions des IRVE, même la société a évolué, les occupations des appartements.
La multiplication, on n'est pas mieux ici, hein, de multiprises, voilà. Mais un échauffement de fil, ça part, hein. Quand ça part, c'est fini, hein. Ouais. Alors, on va continuer. Oui. Merci pour cet état des lieux là sur les enjeux et sur la maintenance. On va continuer, Jean, sur les obligations lors des travaux, parce qu'on sait que les copropriétés aujourd'hui sont dans des phases il y a la rénovation énergétique, hein, mais pas que, hein, il y a d'autres travaux. Est-ce qu'on peut rappeler, Jean, quelles sont les obligations d'un point de vue risque incendie dans les cas des phases travaux? Et puis également, David a commencé à en lister quelques-uns, les nouveaux risques des dernières années, Oui. effectivement, avec les nouveaux équipements qu'on utilise. Alors, les obligations, elles sont aussi liées aux travaux qu'on va réaliser. Finalement, tout dépend des types de travaux qu'on va faire. Et c'est vrai qu'on peut séparer ça en deux. C'est soit vous êtes dans des travaux de maintenance, qui peuvent être dans certains cas conséquents, ou dans des travaux de mise en sécurité ou de mise en conformité. Et effectivement, les obligations et même l'organisation, on va en parler, l'organisation ne va pas être totalement la même. Et ensuite, vous avez évidemment le domaine de ces travaux. On n'organise pas de la même manière des travaux électriques, avec aussi des fois des conséquences importantes, que des travaux de soudure, que du cloisonnement et autres. Donc tout ça, ça dépend un peu, donc, comme je vous l'indiquais, du type de travaux et du domaine. Vous allez avoir évidemment l'obligation réglementaire. Alors, ces travaux, avant tout, ils sont motivés pour une bonne raison. En général, soit on est dans le cadre de la maintenance parce que, comme je l'indiquais tout à l'heure, il y a une réelle nécessité à remplacer un système parce qu'il est ancien, parce qu'on n'a plus les pièces, par exemple, ou soit vous êtes dans des travaux de mise en conformité, ça veut dire que on n'a plus du tout l'installation, ça peut être le cas du système de sécurité incendie, ça peut être le cas de l'électricité, on n'a plus les moyens d'assurer une maintenance correcte de ces installations-là, et donc on s'oriente vers la conformité. Je dis ça parce que c'est important, parce que dans ce cadre-là de mise en conformité, on a évidemment la réglementation qui s'applique. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on doit être conforme aux dispositions d'origine, donc au permis de construire. Mais lorsque vous rénovez, vous conformez aux textes actuels. Donc, ce qui veut dire que dans certains cas, vous avez des difficultés à vous mettre en conformité. Et si vous avez des difficultés à vous mettre en conformité, eh bien, vous allez solliciter éventuellement certaines dérogations, vous allez demander certaines autorisations de travaux pour déroger à certaines règles parce qu'on ne peut pas les mettre en place ou parce que les coûts sont trop importants. On retrouve souvent cela on en parlait dans les immeubles de grande hauteur, mais aussi dans les parcs de stationnement, mais aussi tout simplement dans les bâtiments d'habitation où vous allez rénover pour X raisons, parce qu'il y a un choix de la copropriété de rénover une cage d'escalier, mais vous allez devoir vous conformer aux règles actuelles. Donc vous voyez, donc ces obligations-là, elles sont vraiment liées à l'orientation que la copropriété peut prendre en fonction de la situation. Et ensuite, dans cette organisation et notamment dans ces grands ensembles-là, de par la conception qui peut être des fois un peu particulière, un peu compliquée, vous allez également mettre en place dans ce cadre-là de la surveillance. Vous allez devoir mettre en place aussi, dans certains cas et dans certains travaux, de l'information. Si demain vous décidez, parce qu'on a une rénovation générale, de condamner une cage d'escalier, évidemment, on comprendra que il faut faire cheminer les usagers par une autre cage d'escalier. Donc tout ça, toutes ces obligations-là, c'est évidemment en fonction des orientations qui sont prises. Alors, je vois que vous parliez là, le SPS, coordinateur SPS, il joue un rôle oui, parce important. que si demain, lui, il va aborder la sécurité des travailleurs, mais également les impacts avec les autres usagers. Donc le SPS, il va définir et il va regarder, il va faire un focus sur les risques liés à ces travaux. Lorsque vous refaites une cage d'escalier, je reprends cet exemple-là, par où vous allez faire cheminer les usagers? Comment vous allez les faire cheminer? Est-ce qu'il y a un impact avec les usagers du quotidien? Voilà, donc lui, il va regarder cette partie-là. Et donc, dans ces travaux-là, on a des risques. Alors, on est toujours dans le cadre de travaux, et on l'a tous vu d'ailleurs dans certains faits divers, eh bien des départs de feu pendant une phase travaux. C'est pas, voilà, ça arrive, et bien évidemment,
parce que dans ce cadre-là, vous allez augmenter le risque. Et il est augmenté pour différentes raisons. Ça peut être aussi un manque d'anticipation, un manque de planification, c'est-à-dire qu'on a mal organisé ou peut-être pas suffisamment regardé certaines contraintes. On a par exemple aussi pas envisagé de surveiller ces travaux, les rondes. Alors, lorsqu'on a des agents de sécurité, ce qui a été dit par David, lorsqu'on a des agents de sécurité, ça ne pose pas de problème. Mais dans certains cas et dans certains grands ensembles ou dans certaines grandes copropriétés, on n'a que les gardiens ou des agents techniques qui ont déjà un travail, qui ont déjà une occupation. Donc, il y a lieu de mettre en place cette surveillance-là. Et ça doit s'organiser parce que c'est un facteur supplémentaire en cas de non-surveillance. C'est-à-dire que le personnel qui fait les travaux, les ouvriers sont partis. Comment on fait pour s'assurer qu'ils n'ont pas oublié de débrancher un appareil, qu'ils n'ont pas oublié je sais pas moi, qu'ils n'ont pas laissé de stockage dans les parties communes ou autres. Et ça c'est assez facile de le faire dans des immeubles tertiaires où il y a toute une organisation, toute une structure qui est là. C'est plus compliqué de le faire, même dans ces grands ensembles-là, et notamment en copropriété, parce que la ressource humaine est un peu moins présente. Et donc ça, il y a lieu de réfléchir à cela. Ensuite, il y a le départ de feu en lui-même, qui est dû à une mauvaise utilisation. On parlait tout à l'heure des multiprises, mais dans certains cas et certains intervenants n'ont pas aussi le matériel adapté. Il y a des imprudences aussi qui sont commises. Et puis il y a un point important, c'est que on l'oublie souvent, mais on neutralise dans certains cas des dispositifs de sécurité pour des raisons de faisabilité, tout simplement. Nous, on a des cas dans certains grands ensembles où, en plus, il y a une multitude aussi de commerces aux alentours où on est obligé de neutraliser de la détection incendie. Donc, il y a des volumes conséquents qui ne sont plus détectés. Donc, par rapport à ça, on a un risque qui est accru. Donc, pour répondre et pour diminuer ce risque, il y a lieu d'organiser cette surveillance. Donc, on va solliciter les équipes en place, etc. Mais c'est vraiment important de le souligner. Et pour conclure en tout cas sur ces travaux-là, il y a vraiment une vigilance à prendre en considération et surtout à réfléchir avant à comment s'organiser parce que évidemment que vous allez prendre différents acteurs, vous allez avoir des maîtres d'œuvre, vous allez avoir des architectes, mais il y a aussi une notion qui n'est pas forcément toujours évidente à prendre en compte, c'est la prévention, c'est comment on gère la surveillance derrière ces travaux pour tout simplement diminuer le risque. Et comme le disait David, on rencontre aussi des nouveaux risques. Alors pas liés directement aux travaux, mais et tout le monde a pu observer ça sur les réseaux sociaux. Ces nouveaux risques, ça va être les batteries de vélo, les batteries de trottinette, vos portables, vos chargeurs de portables. Là, on sait que toutes les semaines, on avait déjà eu l'occasion de le dire avec les services de secours, mais toutes les semaines, il y a des interventions liées à des feux de batterie dans des appartements. Donc, évidemment, il y a des bonnes pratiques à adopter. Ces bonnes pratiques, c'est quoi? C'est des pratiques assez simples. C'est déjà de voir la qualité du matériel qu'on achète. Pour reprendre cet exemple-là, quand votre chargeur de téléphone chauffe anormalement, c'est que vous avez acheté cela à 3 €, c'est qu'il y a quand même peut-être un problème. On va par exemple éviter également de laisser le matériel à l'entrée de votre appartement parce que lors d'un départ de feu, on va avoir des difficultés évidemment à évacuer. Donc, il y a tout un tas de pratiques assez simples à adopter. Je pense qu'aujourd'hui, ça commence un peu à rentrer un peu dans les, je dirais au quotidien et dans les bonnes pratiques du quotidien, mais c'est une réalité. Ces nouveaux équipements occasionnent des nouveaux risques et aujourd'hui et aussi par la qualité évidemment des fabricants qui vont aussi faire évoluer ces matériels dans le bon sens, mais on sait aussi que il y a dans certains cas certaines batteries qui sont instables. Alors on a pu déjà en discuter sur la partie borne de recharge où c'est aussi un nouveau risque. Alors c'est un risque particulier qui est
Et parce que on a déjà fait une présentation sur ce sujet-là, mais brièvement, il faut juste rappeler que pour les bornes de recharge dans les parcs de stationnement, il y a de réelles difficultés pour les services de secours pour éteindre cet incendie. Qu'on sait aussi que aujourd'hui, c'est dans une phase de chargement du véhicule où le risque est présent. Et on sait aussi que réglementairement, on n'a pas les mêmes obligations entre un parc d'habitation, donc grands ensembles immobiliers, un parc d'habitation, nous on a le cas sur certains sites, on a 1000 places, 1500 places sur certains parcs de stationnement qui sont réservés à l'habitation, et on est moins contraint d'un point de vue réglementaire que les parcs publics, par exemple, où vous n'allez avoir que 300 places. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander dans le parc habitation d'avoir du sprinkler, on ne va pas vous demander de mettre un arrêt d'urgence à l'entrée du parking, on ne va pas vous demander de mettre en place des plans à l'entrée du parking pour situer les bornes de recharge. Donc on ne va pas avoir toutes ces obligations-là, mais en cas de sinistre, on sait que les dommages seront exactement les mêmes que sur un parc public. Pourtant, on a moins de contraintes. Donc, il y a une incohérence, on va dire, réglementaire. Ça va très certainement évoluer dans les années à venir. Mais ce qui veut dire aussi que là, on a réellement un facteur supplémentaire de risque sur ces IRVE, même si la réglementation très certainement évoluera. Et donc nous, souvent, on recommande, puisque ce n'est pas une obligation, mais on recommande dans ce type de projet, lorsqu'on fait des audits, au moins de mettre un arrêt d'urgence, au moins d'identifier sur plan les bornes de recharge, pour au moins faciliter l'intervention des services de secours. Ouais, un arrêt d'urgence, donc c'est un arrêt d'urgence, c'est pouvoir couper l'arrivée électrique facilement, c'est Oui, ça? mais c'est surtout pour pouvoir couper la charge des véhicules Ouais. qui sont en train, par définition, d'être rechargés. Et là, généralement, on peut le faire sur le tableau électrique qui est dédié à ces bornes de recharge. Et ça, c'est ce que font à peu près tous les fournisseurs. Sauf qu'aujourd'hui, les pompiers, lorsqu'ils arrivent, ils sont au niveau de la rampe d'accès et ils doivent avoir tous les éléments pour neutraliser éventuellement l'électricité, notamment ces bornes de recharge au niveau de la rampe d'accès. C'est ce que demande d'ailleurs dans les parcs publics, c'est ce qu'on met en place. Mais aujourd'hui, sur les parcs habitations, ce n'est pas exigé. Oui, il faudrait donc que les copropriétaires et les présidents d'un conseil syndicaux et les syndics prennent ce réflexe-là quand c'est pas obligatoire de consulter un bureau d'études comme le vôtre pour faire des préconisations. Alors, avant de faire appel à un bureau d'études, je pense que la réglementation va évoluer aussi, n'en déplaise à certains, puisque effectivement, ne vous a pas échappé de par nos discussions que le déploiement des IRVE, des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, est quand même assez problématique, prépondérant et va occasionner demain, mais nous avions déjà eu le cas avec les véhicules au GPL à une certaine époque, ce n'est qu'un cycle de la vie. Simplement aujourd'hui, la réglementation, à mon sens, certains projets des hautes instances sont à la réflexion de savoir si les parcs de stationnement à destination purement d'habitation ne vont pas être soumis à des règles type celles qui ont été évoquées, savoir des parcs de stationnement PS à exploitation publique, parce que c'est un vrai sujet d'intervention. Alors je finis, d'intervention des sapeurs-pompiers, parce que ça, c'est aussi la mise en danger de l'homme, donc du sapeur-pompier, ça c'est le premier point. Et je rappelle qu'un véhicule qui brûle, Monsieur Gaillot me coupera si je me trompe, monte un certain nombre de degrés, bien au-delà des 1000 degrés. Donc on peut avoisiner les 1200, les 1400 degrés. Là c'est fini. Il y a plus grand-chose à faire. Ça peut même déformer la structure béton. Donc, à un moment donné, on ne peut pas les mettre non plus en danger de l'humain. Alors, les Canadiens, les Canadiens ont mis au point un certain nombre de dispositifs parce que le petit triangle tout à l'heure entre le feu, l'eau et l'oxygène qui a été le pictogramme qui était présent, il n'y a pas que l'eau pour éteindre, il y a aussi d'aspirer l'oxygène, puisque pour avoir du feu, comme vous le savez, l'oxygène est nécessaire. Donc aujourd'hui, vous avez des systèmes de capotage des véhicules au-dessus des places pour couper net, je dirais, et de circonscrire le feu sur une zone
bien limiter. C'est ça en fait, c'est d'éviter la propagation. Le feu, vous n'y échapperez pas. Quand ça brûle, ça brûle. Maintenant, c'est comment je fais pour délimiter la zone et rester sur une zone bien définie. Déjà, ça peut déjà faire assez mal. Et là, aujourd'hui, bon, certains brevets sont en cours d'évolution et je pense que la réglementation, sans trop m'avancer, va aussi évoluer dans les prochaines années sur ce point-là. Oui. Oui. David, vous pouvez nous donner quelques exemples, puisque vous êtes confronté sur une multitude d'immeubles, sur les types de travaux. Là, on avait prévu une diapo Alors, sur ce que vous vivez au quotidien et sur les risques auxquels vous êtes confrontés. Alors, sur les types de gros travaux tels que qui peuvent être générateurs, bon, je pense que Monsieur Gaillot l'a évoqué. Alors, c'est souvent de la négligence, hein, on va pas rappeler l'exemple de Notre-Dame, hein, mais c'est ça, c'est le chalumeau qui n'est pas fermé totalement sur un support bitumeux où il fait 45 degrés et qu'à un moment donné, voilà, tous les éléments sont propices au démarrage de feu. Donc c'est vraiment à la fois de la prévention, j'allais dire de la formation, c'est surtout ça, et surtout de la sensibilité, parce que on est trop concerné par un incendie que lorsqu'on les vit malheureusement, et c'est là où je pense que même les hommes de l'art, si je peux les appeler ainsi, que peuvent être les pompiers, chaque situation est différente et se retrouve, et ce que disait Monsieur Gaillot, c'est ça, c'est comment j'interviens pour pas me mettre en danger, mais surtout sauvegarder la vie d'autrui. Donc c'est vraiment cet aspect-là où il faut vraiment former et même si on fait des répétitions, on fait des séances d'évacuation, etc. Rien ne vaut, j'allais dire, la situation réelle, ce que je ne souhaite à personne au demeurant. Mais une fois que vous y êtes confronté, je pense que ça change la vie d'un homme ou d'une femme, en tout cas en copropriété. Et pour ceux qui font le même métier que moi, gestionnaire de copropriété, c'est ce qui a pire le feu. Donc là, vous pouvez, et c'est là où on peut prendre conscience. Et cette conscience, elle ne peut malheureusement s'exercer que par, encore une fois, de la prévention, de la formation, les exposés que vous faites avec le grand circuit depuis des années. Je pense aussi avec le temps et quand je vois le nombre d'abonnés, je pense que ça suscite et ça sensibilise quand même la profession, et quelle qu'elle soit. Euh, bon, sur les rénovations énergétiques, encore une fois, sur les grands ensembles, vous allez retomber dans le même dispositif. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'atteindre le risque zéro sinistre. Mais à plus d'un titre, hein, vous avez des intervenants qui travaillent à quelques dizaines de mètres, centaines de mètres parfois. Donc tout est déjà en amont excessivement réglementé, structuré avec vous ne démarrez pas une rénovation énergétique sur une tour IGH un matin parce que vous avez vu de la lumière. Et quand bien même vous travaillez bien en amont, et je vous parle que sur l'aspect exécution, hein, je ne vous parle pas sur l'aspect conception et autres. Et là, souvent, nos instances, elles ont vocation, et je rappelle sur Paris, entre guillemets, en tout cas pour ce qui nous concerne, les grands ensembles, la plupart du temps, ont tous, pour les tours IGH, une cinquantaine d'années, profitent de l'occasion d'une rénovation énergétique, en l'occurrence, pour tenter d'immiscer dans les obligations que pourraient être imposées à la copropriété d'autres dispositions pour justement limiter, faire des séparatifs de feu, etc., etc. Parce que, encore une fois, l'isolant est propagateur de feu. Donc ça s'étudie en amont, ce principe-là. Et puis après, il y a l'exécution. Et là, l'exécution, elle peut générer des sinistres. Alors pas forcément incendie, mais à plus d'un titre, encore une fois, sur une rallonge électrique, c'est souvent le cas. Mal branché, donc il faut vraiment un comptage chantier spécifique. Voilà, c'est tout un travail, je dirais, un an et demi en amont pour que, comme toute chose qui se prépare, pour pas qu'on ait de surprises, puisqu'il y en a toujours hein, des surprises, hein, on en a déjà suffisamment, donc c'est de tenter de prévoir ce qui est prévisible.
Voilà, donc la prévention, la préparation, la formation du public et des intervenants, c'est un élément essentiel, hein. Est-ce que, là, je vois le temps qui file, vous êtes il y en a quelques personnes, et merci à vous que vous êtes dans la salle. Vous avez des questions à poser, à nous poser? Voilà. Peut-être on va vous passer un micro, hein, pour que vous puissiez poser votre question tranquillement. Voilà, allez-y, hein. Oui, bonjour, c'est Olivier Leguet. Donc, je voulais savoir justement qui est responsable des maintenances. Est-ce que c'est le conseil syndical qui doit gérer ça ou c'est plutôt le syndic? Alors, sur les ensembles immobiliers, la maintenance est sous la responsabilité du syndic professionnel. Le conseil syndical n'a aucune responsabilité en la matière. Et la deuxième responsabilité à la fois civile et pénale, hein, au-delà du syndic, c'est le mandataire sécurité ou le responsable unique de sécurité. Oui. Bon, les fonctions sont quasi similaires, mais je dirais que ça va de concert sur. Alors vous en avez un ici et un par là, où nous avons effectivement à plusieurs reprises dans nos pérégrinations du passé et de l'expérience qui a été la nôtre, à devoir être confronté à cette mise en cause et cette responsabilité, non pas par négligence, mais en tout cas par le fait qu'il faille justifier de la mise en œuvre de tous les moyens que pouvaient être les nôtres pour justement que la maintenance soit acquise, soit faite correctement, contrôlée. Alors, il faut savoir qu'en plus, on l'a un peu omis, toutes les maintenances sont contrôlées et surcontrôlées par des bureaux de contrôle. Voilà, il y a des doubles, voire triples contrôles. Donc, il y a le mainteneur, mais il y a aussi le bureau de contrôle. Et vous avez le responsable unique de sécurité, le mandataire sécurité, vous en avez un à gauche. Voilà, donc il y a plusieurs strates, mais le conseil syndical, lui, il a encore une fois qu'un avis consultatif, qu'il ait l'information, oui, mais il ne porte aucune responsabilité. Oui, puisqu'il n'est pas sachant. Donc, Alors, au-delà qu'il ne soit pas sachant, si demain ça brûle, c'est pas lui qui va en prison, hein, je vous le dis tout de suite, ou au moins garde à vue dans un premier temps. Donc non. Parce que je visite justement des résidences et je m'aperçois qu'il y a effectivement des maintenances d'extincteurs, des manque de blocs de sécurité ou pas du tout révisés, le désenfumage. Enfin voilà, il n'y a même pas une étiquette, la première étiquette de vérification. Et effectivement, quand on pose des questions, le registre de sécurité, on le cherche. Effectivement, il est tout beau, tout propre chez le gardien, mais il est vide. Donc, c'est vrai que c'est assez effrayant, pardon. Et je me dis, le rôle du syndic, c'est justement de pouvoir vérifier aussi toutes ces choses-là. Et je suis assez surpris qu'il n'y ait pas ce contrôle. Alors, il y a deux choses. Alors, si vous êtes, là, on parlait surtout, il était évoqué les bureaux de contrôle, parce que on est dans un cadre, par exemple, d'immeubles de grande hauteur où voilà, où vous avez des contrôles en plus qui viennent en complément. Mais dans une simple, on va dire, simple copropriété, effectivement, il y a la responsabilité de l'entreprise, elle est pleine. C'est-à-dire qu'elle a un contrat, elle doit répondre à ce contrat-là. Et et malheureusement, effectivement, c'est assez fréquent, hein, si ça arrive, il y a une défaillance de l'entreprise, donc une mise en cause de l'entreprise. Après, le syndic, est-ce que le syndic, il doit contrôler ce que fait l'entreprise et regarder si l'entreprise elle remplit bien le registre? Je ne suis pas sûr. Par contre, ce qui peut être intéressant, mais nous, dans certains cas, c'est ce qu'on met en place, c'est que derrière, il y a un suivi d'exploitation, il y a un suivi des obligations d'entretien, hein. Alors, c'est beaucoup le cas parce qu'on le met en place, bon, ce qui n'a rien à voir avec la sécurité incendie, mais c'est mis en place souvent dans le chauffage puisqu'on a des contrats très, très longs, très lourds, avec des prestations importantes. Et donc, souvent, il y a un suivi qui est fait et on constate bien souvent que le contrat il n'est pas respecté, mais c'est les difficultés qu'on rencontre au quotidien, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, ça a été dit un peu tout à l'heure, mais aujourd'hui, voilà, on a aussi un réel souci de trouver des entreprises alors compétentes avec des personnes qui restent, des techniciens qui restent, mais surtout que le contrat qui a été signé, et pour certains qui a été signé il y a 4-5 ans, soit respecté, et que ce soit dans des grands ensembles ou dans des plus petits. Et pour répondre à votre question, effectivement, il est de bonne loi pour certains
quel qu'il soit, client, copropriétaire, de se dire, bon, si on pouvait s'affranchir du contrat de maintenance des BAES, à quoi ça sert? BAES, alors peut-être? Bloc autonome d'éclairage de secours, pardon. Voilà. Ou extincteur ou autre. Alors déjà, bon, on va pas rentrer dans la typologie des extincteurs, mais vous avez plusieurs typologies en fonction des origines éventuelles d'incendie. Donc, encore une fois, je ne le fais que trop aujourd'hui. Les immeubles dont j'ai la gestion, et encore une fois, je ne suis pas parfait, hein. Nous tentons de pousser à ces audits de sécurité incendie et pas dans les IGH, parce que c'est une culture, l'IGH est une culture à part entière. Comme dirait Obélisque, je suis tombé moi un peu dedans quand j'étais tout petit. Donc, et je tente d'imposer, ou en tout cas pas d'imposer, mais de transposer plus précisément la culture de l'IGH à la résidence d'habitation classique. Parce que le sujet est le même. Bon, c'est moins haut, c'est plus étroit, mais c'est pire à la limite. Voilà, parce qu'un extincteur peut sauver une vie et ses comptes s'affranchir de 150 à 200 euros de maintenance par an, parce que ça, je le vois, mais quasi de manière permanente. Et après, il ne faut pas pousser le vice. Vous avez parlé du registre de sécurité. Si c'est 86, hein, ça. Il y a eu un rappel de certains arrêtés en préambule. Si c'est pour qu'ils prennent la poussière dans la loge du gardien, ça sert à rien. Là, c'est encore une fois, c'est de justifier et d'apporter la justification, le cas échéant, s'il y avait un engagement de responsabilité. À qui elle incombe? Parce qu'elle incombe à la copropriété. La copropriété, si elle a un syndic qui le représente, professionnel ou bénévole. Voilà, donc c'est de justifier que ça a bien été fait. Alors, c'est vrai que dans l'IGH, c'est un peu différent, parce que le registre de sécurité, il est prépondérant. C'est le premier document. Alors, je ne dévoile pas de secret de polichinelle, mais nous avons tous les deux, je crois, demain matin, de très bonne heure, une commission de sécurité sur un immeuble de grande hauteur dont je ne citerai pas le nom. Et je sais que le capitaine des pompiers qui va se présenter, dont je ne connais pas l'identité, bien évidemment, on ne les connaît jamais à l'avance, va demander de prime abord le registre de sécurité. Et voilà. Et déjà de savoir s'il est bien rempli et qui fait quoi et comment. Voilà. Ça, c'est vraiment l'élément majeur en IGH. Mais en habitation, c'est difficile. On a compris qu'effectivement, quand il y a un incendie, c'est une catastrophe. Et donc, il vaut mieux prévoir que guérir. Et puis, il y a danger de mort. Il y avait d'autres questions? Vous vouliez poser une question dans le public? J'avais des questions là à distance. Je vais vous les passer. Alors, une question de Irma. Quels sont les travaux obligatoires à minima de mise en conformité incendie lors d'une rénovation globale de logements collectifs de deuxième et troisième famille? Alors, chez deuxième ou troisième, ça vous dit quelque chose? Oui. Alors, c'est quoi deuxième, troisième famille? Ouais, c'est le classement en fonction de la hauteur du bâtiment. Ouais. Donc, le première et deuxième famille, ça va être 2-3 étages. Donc, en réalité, il y a peu d'obligations. Alors, je reviens sur un point important. Ce que je disais au début, c'est que les dispositions constructives restent applicables. À partir du moment où vous faites des travaux de rénovation, vous allez vous conformer aux textes actuels, et le texte actuel, donc vous allez reprendre le référentiel du texte actuel. Donc, ça dépend évidemment du classement de cet établissement, donc première, deuxième famille. Il n'y a pas grand-chose dans ce type d'établissement, donc ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de désenfumage en général. Il va y avoir un désenfumage statique, mais il ne va pas y avoir d'équipement technique complexe. Donc en réalité, on a peu de choses à modifier sur les installations de sécurité incendie. Par contre, il y a à prendre en compte dans le cadre de ces rénovations, par exemple, si c'est une rénovation des circulations communes, la réaction au feu des produits que l'on met en place, c'est-à-dire les revêtements de sol. Ces réactions au feu, elles ont un certain classement qui permet de ne pas favoriser un sinistre. Donc il y a cela à prendre en compte. Il y a également sur l'aspect plutôt électrique d'ailleurs, lorsque vous faites une rénovation comme ça, de se conformer au texte. Ça veut dire quoi? On parlait tout à l'heure, je crois, de la NFC 1500.
en préambule, mais c'est justement de s'assurer que les installations électriques, on est bien la terre, que le tableau électrique, s'il est rénové, il se conforme aux exigences actuelles. Donc on va plutôt rentrer dans un cadre soit de réaction au feu, soit donc de conformité électrique, et de reconduire ou pas, tout dépend aussi de l'établissement. Si on dispose d'installations d'origine, j'ai l'exemple de la détection incendie, mais très probablement pas en première, deuxième famille, de reconduire ces dispositions-là ou de les mettre en conformité en fonction du texte actuel. Et le dernier point, ce serait de réfléchir sur la cage d'escalier, parce que bien souvent, ces cages d'escalier en première, deuxième famille n'étaient pas désenfumées. Aujourd'hui, même dans les petits établissements, on va désenfumer ces cages, c'est-à-dire qu'on va avoir un exutoire, donc un ouvrant au dernier niveau qui sera actionné par les services de secours. Et bien souvent, on met en conformité cet ouvrant qui n'est généralement peut-être pas existant à la base. Voilà, donc on a répondu à la question. Bon, on arrive au terme de notre conférence. Là, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. C'est un vaste sujet, hein, finalement, Jean. Tout à fait. Sur la partie sécurité incendie, il y a plein de choses à dire. Voilà, merci beaucoup, Jean. Merci. Et David pour cette présentation. Merci à vous.